l'anorexie mentale. Une maladie mystérieuse, une souffrance intime, un trouble de l'esprit que l'on associe immédiatement à la psychiatrie, à la psychologie, au secret du cabinet médical. Un objet d'étude qui semble appartenir de droit au monde de la médecine. Mais si, pour comprendre ce drame, il fallait sortir de l'hôpital? Si, au lieu de regarder l'anorexie comme une maladie que l'on a, on la regardait comme un rôle que l'on apprend, comme une carrière que l'on entreprend? C'est ce geste intellectuel, audacieux et périlleux, qui a lancé notre aventurière du jour dans une enquête exceptionnelle. La sociologue Muriel Darmon a franchi une frontière disciplinaire pour poser un regard neuf sur ce phénomène. Son livre « Devenir anorexique » raconte cette exploration au cœur de la fabrique sociale d'une pathologie. L'aventure de Muriel Darmon commence par une difficulté immense. Comment enquêter sur un sujet protégé par le secret médical, sur des personnes en grande souffrance? Les portes des services hospitaliers lui étaient largement fermées. La solution facile aurait été d'étudier l'anorexie dans les médias ou les discours médicaux. Darmon refuse. Elle veut comprendre le processus, le comment on le devient. Elle doit trouver d'autres terrains où observer le phénomène en action. Elle explore donc plusieurs contextes à haute pression. Classes préparatoires aux grandes écoles, lycées sélectifs, universités exigeantes, clubs sportifs. Tous partagent un trait commun, une quête d'excellence intense et une discipline de fer. En interrogeant les jeunes femmes dans ces univers, Darmon observe un phénomène central. L'anorexie ne commence pas par un désir de maigrir pour des raisons esthétiques. Elle commence souvent par une quête de contrôle et de performance. Les étudiantes planifient leur alimentation au gramme près, calculent les calories, combinent régime et exercice. Pour elles, maîtriser leur corps devient un moyen parmi d'autres de prouver leur discipline, au même titre que réussir un exercice de mathématiques ou un concours. Darmon montre aussi que ce processus est renforcé par le regard des autres. Le groupe de pairs, notamment, joue un rôle crucial. La reconnaissance des pairs transforme ces pratiques en comportements valorisés. Une étudiante qui perd quelques kilos est félicitée comme rigoureuse, volontaire, disciplinée. La restriction alimentaire devient un rituel social, intégré et récompensé. Lentement, une transformation s'opère. Le corps devient un projet. Contrôler son poids procure un sentiment de maîtrise et de distinction dans un monde où l'on a peur de ne pas être à la hauteur. Ce qui était un moyen devient une fin en soi. L'anorexie devient une identité, une carrière, avec ses propres règles, ses succès, chaque kilo perdu, et sa propre logique implacable. Deux, mettre des mots sur l'invisible. Nommer la quête d'excellence, la tyrannie du contrôle, la valorisation sociale de la minceur, c'est commencer à identifier des adversaires que l'on peut combattre au lieu de se combattre soi-même. Et 3. Agir sur les contextes. Pour l'entourage, les soignants, pour nous tous, cette approche ouvre la voie à une compréhension plus large. Elle invite à agir non seulement sur l'individu, mais aussi sur les contextes qui fabriquent la souffrance. La sociologie ne remplace pas la médecine, elle ne guérit pas. Mais elle peut donner des outils pour penser, comprendre et se défendre. Comprendre, parfois, est le premier pas pour aller mieux. L'anorexie mentale, on la pense souvent comme un mystère de l'esprit, une souffrance intime enfermée dans les murs de l'hôpital. L'apport de Muriel Darmon, c'est d'avoir montré qu'il faut aussi sortir de ces murs pour comprendre. Devenir anorexique, ce n'est pas seulement tomber malade, c'est aussi, tragiquement, apprendre un rôle, entrer dans une carrière façonnée par des normes sociales, par la pression scolaire, sportive, familiale, par le regard des autres. Cela ne veut pas dire que toute personne qui change de régime ou qui cherche la performance devient anorexique. Aujourd'hui d'ailleurs, les trajectoires sont plus variées et le rapport au genre et à l'identité corporelle complexifie encore le tableau. Mais l'analyse de Darmon reste puissante. Derrière une souffrance individuelle, il y a des mécanismes collectifs. Et c'est peut-être là la force de la sociologie, nous rappeler que les drames les plus intimes sont aussi des produits de la société. Qu'en cherchant la cause dans l'individu seul, on passe à côté de l'essentiel. Alors la prochaine fois qu'une souffrance vous semblera n'appartenir qu'au domaine de la psychologie ou de la médecine,
Demandez-vous, quelle force sociale, quelles pressions invisibles travaillent en arrière-plan? C'est parfois dans ces zones d'ombre que l'on trouve les clés pour comprendre et pour résister. En attendant notre prochain voyage sociologique, ouvrez l'œil sur ces logiques invisibles et restez curieux.